Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tour d'horizon des idées reçues en matière de nutrition et santé. Alors évidemment, on ne fera pas un tour d'horizon exhaustif, mais l'idée c'est de balayer quelques-unes de ces idées, de ces opinions, croyances ou parfois faits scientifiques réels que l'on peut trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour essayer de faire la part des choses justement entre opinions, croyances, faits scientifiques réels ou bien pistes de recherche, certes prometteuses, mais loin d'être encore scientifiquement prouvées. Alors tout d'abord, 3 chiffres pour planter un petit peu le décor, 3 chiffres pour illustrer ces notions. Un premier chiffre d'abord issu de la thèse de doctorat de Philippine Fassier, qui avait travaillé sur ici plus de 2000 nutrinautes, personnes donc participant à l'étude Nutrinet Santé, qui avaient soit un cancer au moment de l'étude, ou bien avaient eu un cancer dans les années passées. Eh bien, on les avait interrogés sur leurs opinions et croyances vis-à-vis de différents facteurs nutritionnels, ici en l'occurrence de l'alcool, et près d'un quart des participants nous avaient déclaré que selon eux, la consommation régulière de vin rouge, à raison d'au moins un verre par jour, avait selon eux un impact favorable sur leur cancer, donc cancer en cours, ou sur le risque de récidive et de second cancer. À l'inverse, seuls 32-33% avaient déclaré penser qu'il pouvait y avoir un effet néfaste de cette consommation régulière de vin rouge, et ce, donc, d'autant plus chez les personnes plus âgées, plus forts consommateurs d'alcool, et notamment chez les hommes. Et plus généralement, lorsqu'on les interrogeait sur, selon eux, est-ce que l'alcool était facteur de risque, ou facteur de risque de cancer, de développer un premier cancer, eh bien, plus de 35% n'étaient pas d'accord avec l'assertion selon laquelle boire en moyenne un verre d'alcool par jour augmentait le risque de développer un cancer. Alors, je ne vous donne pas tout de suite les réponses, même si vous en avez une petite idée, on verra après, mais pour nous, c'était des chiffres assez intéressants et surprenants. Autre étude que nous avions réalisée, donc toujours dans la cohorte Nutrinet Santé, on a interrogé plus de 42 000 participants sur les sites, les sources d'informations qu'ils utilisaient sur Internet en matière de santé ou de nutrition. Alors, sur le total des sites Internet qui nous ont cités, donc plus de 8000 sites Internet, eh bien, seuls 12, quasiment 13% étaient des sites Internet dits institutionnels. Ça peut être le site de Santé publique France, de l'ANSES, de l'INSERM, etc. Et tous les autres sites étaient des sites commerciaux ou des sites, en tout cas, non scientifiquement et officiellement labellisés. Sur le top 10 des sites cités, seul un site institutionnel, qui était le site mangerbouger.fr, donc le site du PNNS, Programme National Nutrition Santé, qui était seulement cité ça représentait seulement 1,4% de tous les sites Internet cités par les participants. Également, on avait demandé s'ils discutaient de ces informations qu'ils trouvaient sur le web avec un professionnel de santé, ça peut être médecin, diététicien ou autre professionnel de santé. Eh bien, seuls 16% des participants nous répondaient par l'affirmative, et c'était encore plus faible, cette proportion, chez les participants ayant un plus faible niveau d'éducation. Et enfin, autre chiffre, cette fois-ci issu d'un sondage qui avait été réalisé pour France Info et Le Figaro, sur les Français et les fake news. Et donc, 30% des Français reconnaissaient, interrogés, donc c'était un échantillon représentatif d'un point de vue sociodémographique d'environ 1000 adultes, 30% reconnaissaient avoir déjà relayé des fake news. C'était une étude qui datait de 2019. 45% chez ceux qui déclaraient que leur principale source d'information étaient les réseaux sociaux. Et évidemment, on peut penser que ces proportions sont largement sous-estimées par rapport à la réalité, puisque ce sont les gens qui d'abord reconnaissent qu'il est possible d'avoir véhiculé une fake news et puis qui en ont conscience aussi. Donc voilà un petit peu pour illustrer ces concepts-là. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aborder différents sujets, différentes thématiques, notamment différents facteurs nutritionnels. Et puis, on verra ensuite, à la fin, quelques éléments de réflexion et de prise de recul pour essayer justement de se méfier des informations qu'on peut voir sur le web, et puis quelles sont les sources fiables auxquelles on peut se référer en matière de lien entre nutrition et santé. Alors tout d'abord, le lait et produits laitiers. Alors le lait a très longtemps bénéficié d'une image positive, d'une image santé. Donc là, vous voyez des images d'archives de l'INA qui montraient en 1954 une des opérations, puisqu'elle a été reproduite à plusieurs reprises, un verre de lait dans les écoles.
On a évidemment donc les professionnels du secteur des produits laitiers qui ont largement mis en avant ces bénéfices santé avec le marketing qui a évolué, mais on a toujours quand même les produits laitiers, nos amis pour la vie, vous voyez, avec différentes colorations selon les époques, et avec des mises en avant d'effets santé du type bon pour la croissance, pour les os, source de calcium, source de protéines. Mais ces dernières années, on a assisté à une forte défiance envers les produits laitiers, envers le lait, avec beaucoup d'informations qui circulent. Donc simplement ici quelques exemples. Vous voyez lait, mensonges et propagande, les dangers du lait, pourquoi le lait est-il mauvais pour la santé, etc. Donc avec ici des messages qui sont le lait entraîne des problèmes digestifs, augmente le risque d'ostéoporose, de cancer, notamment de la prostate. Donc finalement, qu'en est-il de ces relations entre les produits laitiers et santé ? Alors, donc, le lait, notamment, donc pour ce qui est tout d'abord troubles digestifs, donc le lait contient notamment un sucre qui s'appelle le lactose, qui est digéré dans notre organisme sous l'action de la lactase, donc l'enzyme lactase, qui va couper en deux le lactose pour le transformer en glucose et galactose. Cette enzyme, la lactase, est présente, disparaît après le sevrage chez tous les mammifères, à l'exception de l'homme. Et donc, chez l'homme, en revanche, la synthèse de cette lactase va perdurer à l'âge adulte, mais dans des proportions très variables, selon les régions du globe notamment, et donc selon les facteurs génétiques, avec, par exemple, dans des populations caucasiennes, comme c'est le cas en France, en Europe de manière générale, 70 à 80% des adultes qui expriment toujours, qui produisent toujours cette lactase et qui sont donc capables sans problème de digérer le lactose du lait. Mais cette proportion n'est que de 10% en Asie, par exemple. Donc, de quoi on parle finalement quand on parle de problèmes digestifs liés au lait? On parle par exemple d'intolérance au lactose. Donc là, ce sont justement des personnes qui vont avoir un défaut de fabrication de cette lactase et du coup de digestion du lactose du lait, avec des symptômes qui vont être liés à cette malabsorption du lactose. Chez ces personnes-là, en général, il est toléré tout de même, ça ne survient pas dès le premier microgramme de lait ou de lactose ingéré, il est toléré environ une quantité de 12 grammes de lactose par jour, ce qui correspond à peu près à 250 millilitres de lait. Toutefois, chez certaines personnes, cette intolérance au lactose peut être exacerbée. C'est le cas notamment chez les patients souffrant de syndrome du côlon irritable, qui vont être de manière générale plus sensibles au lactose, plus sensibles aussi aux FODMAPs, qui sont les... En anglais, c'est un acronyme pour dire Fermentable Oligo and Monosaccharide and Polyols, qui sont donc des sucres fermentescibles, et donc qui vont avoir du coup un seuil de tolérance plus faible et donc des troubles digestifs qui apparaissent plus rapidement. Alors, à ne pas confondre cette intolérance, cette malabsorption du lactose avec ce qu'on appelle l'allergie aux protéines de lait de vache, qui, elle, concerne environ 2 à 3% des enfants de moins de 2 ans et qui va donner des symptômes de type allergie. Donc ça peut être eczéma, urticaire, œdème, voire problèmes digestifs, donc colique, diarrhée ou même de l'asthme. Et donc, lorsque cela est diagnostiqué chez les enfants, une désensibilisation peut être mise en place avec un encadrement médical qui peut conduire favorablement à la disparition de cette allergie plus tard dans la vie. Lorsqu'on pense à produits laitiers, on pense aussi évidemment à source de calcium. Et donc, source de calcium étant un élément, un minéral évidemment essentiel au fonctionnement de l'organisme. Alors, petit réflexe, lorsqu'on s'interroge notamment sur qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui ne l'est pas en matière de lien nutrition-santé, un des sites auxquels on peut se référer, c'est le site là, de l'Union européenne sur les allégations qui sont autorisées, qui sont prouvées, donc qui sont validées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir sur ce site toutes les allégations qui, pour le coup, ont été proposées, notamment par l'industrie agroalimentaire, et qui ont été retoquées faute de preuves scientifiques, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. Je vois des personnes qui prennent des photos, donc il n'y a aucun problème si vous voulez. La dernière fois, on m'a demandé s'il était possible de mettre les PDF en ligne sur le site internet, donc ce sera fait voilà, dès que j'ai le temps de les transférer, ils seront sur le site à côté des vidéos.
Donc voilà les allégations qui sont pour l'instant validées en ce qui concerne le calcium et ses effets santé. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hein. Le calcium participe à la coagulation sanguine, au métabolisme énergétique, à la fonction musculaire, à la neurotransmission, tout ce qui est fonctionnement des enzymes digestives, division cellulaire également, évidemment à la santé osseuse et dentaire. Et puis, le calcium aide à réduire la perte de minéralisation osseuse, et notamment en post-ménopause chez la femme, sachant que cette perte de minéralisation osseuse est évidemment un facteur de risque maintenant reconnu d'ostéoporose. Également de fractures liées à l'ostéoporose. Ce calcium est également nécessaire pour la bonne croissance des os chez les enfants. Donc tout ça, ce sont des choses qui commencent à être connues et, je vous confirme, qui sont absolument validées scientifiquement, avec ces deux dernières allégations qui sont également partagées pour l'association calcium-vitamine D. La vitamine D étant également, on commence à pas mal le savoir, y compris au niveau du public, hein, c'est vraiment utilisé pour absorber correctement, utiliser correctement le calcium et le phosphore et contribuer ainsi aussi à avoir des taux sanguins de calcium bien régulés et adéquats. Donc si on a une concentration sanguine trop faible, on va avoir si on a du calcium insuffisant, une concentration sanguine trop faible, l'organisme va puiser dans les os pour récupérer du calcium et assurer l'homéostasie et garder ce taux sanguin constant, et on va avoir donc une perte osseuse qui peut entraîner un risque de fracture. L'ostéoporose, hein, juste pour rappel, c'est une pathologie qui touche au niveau, à un moment donné dans la vie, donc une femme sur 3 et un homme sur 5 de plus de 50 ans, et qui a plusieurs facteurs de risque connus. Donc, alors, certains facteurs pas ou peu modifiables, hein, notamment au niveau génétique, mais également d'un point de vue, donc l'âge également, on ne peut pas faire grand-chose, mais également dans les facteurs plus modifiables, par exemple la sédentarité, ou la maigreur, donc en poids insuffisant, un IMC inférieur à 18,5. Et on peut mettre toutes les chances de son côté par la prévention, en prévenant l'ostéoporose, notamment avec une alimentation équilibrée, des apports suffisants en produits laitiers dans les recommandations du Programme national nutrition santé. Le sommeil joue également. Et puis, si besoin, notamment chez les femmes à risque d'ostéoporose, une supplémentation calcium-vitamine D sous encadrement médical. Sachant que donc, une consommation excessive de café, le tabac et la surconsommation d'alcool sont des facteurs de risque reconnus également d'ostéoporose. Des faits donc, qui nous viennent aussi de la recherche spatiale et qui sont assez intéressants pour comprendre cette pathologie, la pesanteur et du coup la sollicitation de notre squelette, de même que l'activité physique, joue un rôle protecteur vis-à-vis du risque d'ostéoporose. Et donc, de fait, les astronautes qui sont en orbite, hein, donc dans une station spatiale en orbite, vont avoir une perte osseuse accélérée. Et donc, en un mois, ils vont perdre autant, finalement, de masse osseuse qu'une femme âgée ostéoporotique en perdrait en un an, avec une perte en moyenne de 11% de la masse de l'os de la hanche en 6 mois. Donc, ils sont vraiment tenus de réaliser de l'exercice physique de manière très accentuée pour notamment limiter ces risques de perte osseuse lors de leur séjour. Alors, lorsqu'on parle de calcium, donc de besoins en calcium, on a ici des besoins qui ont été donc publiés, et comme c'est souvent le cas hein, pour les vitamines et minéraux, avec des besoins qui s'adaptent selon l'âge et parfois le sexe et la situation physiologique, grossesse ou non, et qui sont, on va dire, voilà, chez les hommes et femmes de 25 ans et plus adultes, on est autour de 950 milligrammes par jour de calcium recommandés. Sachant qu'on a des besoins qui sont accrus pendant la croissance ou au contraire lorsque l'on passe un certain âge par rapport au risque d'ostéoporose, notamment chez les femmes. Et donc ces produits laitiers, au final, ben oui, ce sont effectivement d'excellentes sources de calcium. Un calcium qui va être bien biodisponible et donc utilisable par l'organisme. Donc vous voyez ici des teneurs en calcium
pour 100 grammes de produit. Ce sont des teneurs issues de la base de données du SQL de l'ANSES. Vous pouvez retrouver aussi, pour info, lorsque vous cherchez une composition des aliments, vous avez cette base-là qui est accessible gratuitement en ligne et qui vous donne, vous pouvez rechercher par composé ou par aliment. Vous avez toutes les teneurs pour un large spectre de micro, macronutriments, énergie, fibres, etc. Et donc vous voyez ici certains fromages, et notamment ceux à pâte pressée, donc bien denses et concentrés, qui sont extrêmement riches en calcium. Donc vous voyez par rapport à l'apport recommandé qu'on voyait tout à l'heure. Alors là c'est pour 100 grammes, sachant que 100 grammes de fromage ça fait quand même beaucoup, puisque ça apporte aussi quand même de énergie, acides gras saturés, etc. Les portions recommandées dans le programme national nutrition santé, c'est 30 grammes. Donc la portion de camembert cantine, là, pour vous donner une idée, c'est ça, à peu près 30 grammes de fromage. Mais vous voyez qu'avec 30 grammes, pour ces fromages-là, on a déjà un très bon apport en calcium. Et donc, les produits laitiers, par contre, ne sont pas les seules sources de calcium possibles. D'autres aliments, et vous le voyez ici dans cette colonne, sont également riches en calcium. Alors parfois moins biodisponibles que le calcium des produits laitiers, mais on en trouve dans certains produits de la mer, des sardines par exemple, des fruits à coque comme les amandes ou des légumes comme par exemple les épinards qui sont assez riches en calcium. Et également dans certaines eaux minérales, sachant qu'ici la teneur par exemple d'une eau minérale fortement minéralisée est plus faible, vous voyez qu'ici, mais par contre l'eau on peut en boire 1 litre, 1,5 litre par jour, donc au total on a quand même une source d'apport en calcium qui est totalement non négligeable. Par ailleurs, la vitamine D, donc qui favorise l'absorption du calcium, la fixation sur les os. À l'inverse, lorsqu'on a une consommation donc simultanée à nos apports en calcium très importante en thé, café ou riche en sel, là ça va favoriser la perte de calcium dans les urines. Donc on parle là beaucoup du calcium, mais les produits laitiers sont aussi des bonnes sources de protéines de protéines animales, sachant que là aussi, comme pour le calcium, ce ne sont pas les seules sources, évidemment, le poisson, les œufs, le lait, mais aussi les légumineuses, pour les protéines végétales, sont d'excellentes sources de protéines. Lorsqu'on dit donc, de ne pas non plus trop consommer notamment de fromage, c'est parce qu'effectivement, ils sont riches en acides gras saturés. Et puis, de manière plus générale, le lait, par exemple, il contient du lactose, donc du sucre. Donc, on ne boit pas du lait comme on boirait de l'eau. Je fais allusion aux dernières modifications de l'algorithme du Nutri-Score, par exemple, pour aussi prendre en compte cet aspect-là. Petit warning aussi de la part de l'ANSES vis-à-vis des donc laits végétaux, donc c'est entre guillemets, puisqu'évidemment ce n'est pas du lait, donc lait de soja, de riz, d'amande, etc., qui peuvent être utilisés notamment par des parents, des familles végétaliennes qui ont, on l'a vu effectivement en pratique, utiliser ça chez les jeunes enfants. Donc attention parce que ça ne permet pas, ça ne se substitue pas au lait de vache, ça ne couvre pas de manière adéquate les besoins nutritionnels de l'enfant. Et en plus de ça, pour les laits par exemple de soja, il y a une teneur en phytoœstrogène qui est élevée et qui peut entraîner des problèmes de perturbation endocrinienne et donc à déconseiller comme substitut au lait de vache chez les enfants. Alors, en matière de lien produits laitiers cancer, alors je vous rassure, on ne va pas traiter tous les exemples autant en détail. Il y en a certaines qu'on traitera plus, ceux pour lesquels justement il y a des éléments scientifiques, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment du domaine de la fake news, où il n'y aura quand même pas grand-chose à dire d'un point de vue scientifique, ça ira plus vite. Donc là, par contre, on a des éléments intéressants et beaucoup d'études qui ont investigué le lien entre produits laitiers et risque de cancer. Et donc, vous retrouvez, pour ceux qui ont assisté au premier cours, cette matrice, ces documents du World Cancer Research Fund, le WCRF, qui fait la synthèse des relations nutrition-santé. Et ici, pour ce qui est des produits laitiers, qui montrent clairement un lien, un effet protecteur probable des produits laitiers vis-à-vis du risque de cancer colorectal. Et puis, avec des liens qui, cette fois-ci, sont vraiment suggérés, donc on est dans un niveau de preuve beaucoup plus faible, donc qui reste à confirmer, à étudier, qui suggérerait un effet protecteur possible sur le cancer du sein, pour les produits laitiers et pour le calcium, et par contre un effet délétère possible pour des fortes consommations de produits laitiers vis-à-vis du risque de cancer de la prostate. Donc ça, c'est effectivement des choses qui ont été suggérées dans la littérature, avec, vous voyez, des niveaux de preuve qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà les méta-analyses. Là aussi, vous commencez, pour ceux qui sont déjà venus, à avoir l'habitude de ces forest plots, ça s'appelle comme ça, ce type de graphique, où on a toutes les études ici qui ont regardé les relations entre produits laitiers
et risque de cancer colorectal. Et on voit ici qu'elles sont globalement cohérentes et tous dans le sens protecteur, avec le résultat de la méta-analyse ici qui montre bien un effet protecteur qui suggère bien ici un effet protecteur de ces produits laitiers sur le risque de cancer colorectal. Vous le voyez ici de manière modélisée, la relation dose-réponse qui est quasiment linéaire dans le sens protecteur. Pour ce qui est plus spécifiquement du lait, au sein des produits laitiers, vous voyez qu'on a ici aussi une méta-analyse significative dans le sens protecteur. Et même chose ici pour les apports alimentaires en calcium, avec là aussi un effet protecteur qui semble vraiment se dessiner de la part de ces études épidémiologiques. Pour ce qui est du cancer de la prostate, donc je vous évoquais un possible effet délétère. Là, je garde possible, puisque vous voyez que le niveau de preuve est encore vraiment faible, donc suggéré, donc ça reste vraiment à confirmer. Mais c'est effectivement ce que tendraient à suggérer les méta-analyses du World Cancer Research Fund sur ce sujet-là, pour des apports élevés en produits laitiers, avec des hypothèses mécanistiques qui seraient que des apports élevés en calcium conduiraient à la baisse de la production de la 1,25 d'hydroxyvitamine D, qui pourrait, cette baisse-là, favoriser la prolifération cellulaire prostatique, et que la consommation de lait, une consommation importante, amène également des facteurs de croissance, IGF-1, puisque le lait, vu que c'est notamment pour nourrir les enfants et aider aussi à la croissance, contient des facteurs de croissance de type IGF qui ont été associés dans les études épidémiologiques et méta-analyses avec un risque accru de cancer de la prostate. Donc là, on parle de consommation assez importante et d'effets suggérés, donc je fais vraiment la nuance. Et donc, toutefois, en prenant en compte ces aspects-là, plus le fait qu'on trop de consommation, par exemple de fromage, apport des acides gras saturés, etc., il a été décidé d'adapter les recommandations du PNNS pour passer des 3 produits laitiers par jour précédemment recommandés pour la population adulte à 2 portions de produits laitiers par jour. Et donc, lorsqu'on parle de produits laitiers, on parle donc évidemment de lait, yaourt, fromage blanc, avec, je vous disais, pour le yaourt, c'est portions standards. Les fromages, c'est environ 30 grammes de fromage, par exemple. Et lorsqu'on dit produits laitiers, l'idée, comme toujours en nutrition, mais l'idée c'est de varier et d'avoir par exemple un yaourt nature, un morceau de fromage ou du fromage râpé ou un verre de lait par exemple, mais donc du coup d'essayer de varier au quotidien les produits laitiers, d'alterner. Attention, je pense que c'est à peu près clair dans l'esprit, mais bon, quand même, le beurre et la crème fraîche ne sont pas considérés comme des produits laitiers. Parce que notamment ils n'ont pas de calcium à l'intérieur, ils ne contiennent plus de calcium. Et puis dans les recommandations, pareil, les desserts lactés ne comptent pas. Donc les flans, les mousses au chocolat, etc. ne sont pas des produits laitiers non plus. Désolée. Donc voilà, et cette recommandation c'est pour l'adulte, mais les enfants et les adolescents et puis les seniors, donc on est plus sur 3 à 4 produits laitiers par jour, donc on reste sur l'ancienne recommandation. Alors, donc j'enchaîne sur le prochain sujet. Donc le prochain sujet, c'est le vin rouge et l'alcool. Alors, le vin rouge, là, on ne compte plus, si vous voyez, les sites internet ou les messages sur les réseaux sociaux qui vantent les bienfaits du vin rouge. Donc ça, c'est un exemple. Sans spoiler le comment repérons-nous les fake news après. Regardez quand même la source aussi là, des messages. C'est un domaine qui vend du vin, qui produit et vend du vin, qui vante les 6 effets santé du bien-être du vin rouge, etc. Mais ce n'est pas du tout le seul site. Même des sites, par exemple ici, d'une université au Canada qui claiment donc, que la consommation de vin rouge protège contre le cancer. Donc il y a beaucoup d'informations qui peuvent être trouvées sur Internet. Alors, tout cela parce que notamment en France, on est vraiment un pays fort consommateur et producteur aussi de manière traditionnelle de vin et de bons vins, avec une consommation du coup qui est assez élevée et qui est de l'ordre de 11,7 litres par an par habitant en France de plus de 15 ans. Donc c'était des chiffres de 2017, et avec un impact qui est là toujours très élevé sur la mortalité. L'alcool, ça représente vraiment la 2e cause de mortalité évitable
en France, avec environ 41 000 décès qui sont attribuables de manière générale à l'alcool. Donc ça peut être cancer, accident de la route, violence, etc. Et puis il y a beaucoup d'effets différents. Mais en tout cas, 41 000 décès attribuables, environ 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes, les consommations restant pour l'instant, enfin en tout cas plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Représentant notamment 16 000 décès par cancer, 9 900 décès par maladie cardiovasculaire qui peuvent être directement attribuables à la consommation d'alcool en France par an. Donc les risques sont encore méconnus du public, alors qu'ils sont réels, et ce dès la consommation régulière d'un verre par jour. Notamment cette méconnaissance vient d'une forte désinformation orchestrée par certains acteurs de la filière qui rendent difficile la contrebalance par les messages de santé publique. Lorsqu'on regarde aussi au niveau mondial, parce que là ce sont des chiffres France, mais au niveau mondial, les chiffres du Global Burden of Disease, on voit ici que la consommation d'alcool fait partie des principaux facteurs, il y en a énormément d'autres, ce sont les principaux facteurs ici, de risque de décès, ici chez l'homme, un peu plus bas dans la hiérarchie chez les femmes. Et pour les risques de cancer plus spécifiquement, donc on est sur du 8% environ des cas de cancer qui pourraient être évités avec une consommation d'alcool en adéquation avec les recommandations actuelles. Donc, pour étayer tout ça, je vous remontre ici aussi les méta-analyses du World Cancer Research Fund, et vous voyez ici les méta-analyses qui représentent l'association entre consommation d'alcool, donc en grammes d'éthanol par jour, et cancer des voies aérodigestives supérieures, VADS. Et donc vous voyez ici des relations sans appel dans le sens délétère, avec une grande cohérence là aussi des différentes études de cohorte ayant étudié cette association. Même chose ici, avec encore beaucoup plus d'études et de données sur le cancer du sein. Et vous voyez ici à la fois en préménopause et en postménopause, des études qui sont extrêmement cohérentes, qui pointent à partir, avec une relation aussi, la dose-effet, et dès un verre régulièrement consommé par jour, une augmentation de risque de cancer du sein. Et puis, pareil pour le cancer de l'œsophage, avec ici, vous voyez une courbe aussi d'augmentation de risque dose-réponse, pour le cancer du foie, et pour le cancer du côlon et du rectum, avec également une augmentation quasiment linéaire du risque. Alors, pour synthétiser toutes ces informations, je vous avais montré lors de la leçon inaugurale, vous pouvez retrouver par facteur de risque sur le site du réseau NACRE, donc le réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche, des fiches de synthèse par facteur de risque, ici l'alcool, et vous voyez, donc vous retrouvez les 8% de cancers attribuables, toutes les localisations qui sont associées de manière convaincante ou probable avec une augmentation de risque. Et puis les équivalences, quand on dit un verre d'alcool, bien ça va représenter ici 10 centilitres de vin ou un demi de bière, ou bien évidemment une consommation plus faible d'alcool fort, 2,5 centilitres. Et puis également des chiffres sur l'atteinte sur les recommandations et l'atteinte de ces recommandations dans la population. Donc, quelles sont-elles justement ces recommandations? Eh bien, les recommandations actuelles de Santé publique France, c'est maximum 10 verres par semaine, avec maximum 2 verres par jour les jours de consommation et des jours dans la semaine sans consommation. Et ce, quel que soit le type d'alcool, et non, le vin rouge n'est pas protecteur pour la santé chez les patients atteints de cancer ou en population générale. Et donc, voilà, ils ont résumé ça par « pour votre santé, maximum 2 verres par jour et pas tous les jours ». Donc, pour l'alcool, il y a beaucoup de documentation que vous pouvez retrouver sur le site de Santé publique France, donc Alcool Info Service, et puis sur le site de la Société française d'alcoolologie également. Alors, les compléments alimentaires. Donc, quand on parle de compléments alimentaires, donc ce sont ces pilules, gélules, sachets de poudre, ampoules, donc ce sont des conditionnements par dose de vitamines, minéraux ou d'autres substances. Ça peut être des acides gras, des extraits de plantes, tout un ensemble de substances qui sont destinées normalement initialement à compléter une alimentation quotidienne.
et que l'on retrouve ici avec, voilà, vous voyez les chiffres d'augmentation du marché des compléments alimentaires qui sont vraiment très en vogue, avec ici un marché qui représente 2 milliards de chiffre d'affaires annuel en France et qui est évidemment en croissance. Et vous voyez ici aussi la part croissante, alors la part toujours très importante des circuits de distribution pharmacie, hein, notamment, mais également une part croissante au fil des ans de la vente à distance, notamment vente de produits sur Internet. Là, ce sont les chiffres de Synadiet, donc le syndicat des fabricants de compléments alimentaires, qui expriment que sur les 2 dernières années précédant leur enquête, 58% des Français avaient consommé au moins un complément alimentaire. Et donc, alors là aussi, vous trouverez pléthore d'informations vantant les bienfaits de ces pilules, parfois présentées comme des pilules miracles, hein, pour booster le tonus, l'immunité, le sommeil, rajeunir, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'allégations qui sont prêtées à ces produits-là, avec des sites toujours très divers. Et là aussi, hein, sans spoiler sur la suite, mais c'est vrai que comment repérer aussi la fiabilité de la source, et en tout cas se questionner sur les messages qui sont fournis, on a affaire souvent à des sites marchands qui vont ensuite vous vendre des compléments alimentaires. Donc, on a également, et ça nous avait aussi inquiété dans le cadre du réseau NACRE, des oncologues qui nous avaient alertés, puisqu'ils étaient démarchés aussi très fréquemment par des sociétés qui fabriquent des compléments alimentaires pour ici aviser donc, pour les patients atteints de cancer. Et donc là, c'était donc un complément K-Protect, hein, notamment, c'était par rapport au cancer de la prostate. On s'était vendu en tout cas comme un complément miracle basé sur 30 ans de recherche scientifique avec du brocoli, de la grenade, du thé vert, etc., qui aide à protéger les cellules, qui booste le système immunitaire, etc. Alors qu'en fait, quand on regardait les preuves scientifiques derrière, il n'y a vraiment rien du tout. Donc là, ça avait été remonté, alerté, envoyé à la DGCCRF pour suite à donner. Alors, quand on parle des compléments alimentaires, donc, il faut effectivement là aussi faire la part des choses. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles il peut y avoir un réel bénéfice à une supplémentation en vitamines, en minéraux notamment. Hein. Lorsque par exemple il y a déjà une carence qui peut être une insuffisance qui est diagnostiquée avec un bilan sanguin, donc objectivé par exemple, ou dans des situations particulières avec des règles particulièrement abondantes, donc des carences possibles en fer, dans des populations par exemple de végétaliens qui ne consomment aucun produit animal, on peut avoir un manque en vitamine B12, donc il peut y avoir là aussi une pertinence de supplémentation. Pendant la grossesse, on a là des supplémentations qui sont officiellement recommandées, qui sont notamment la vitamine B9, donc l'acide folique, 0,4 mg par jour, avant la conception si possible, lorsque c'est prévu, et durant le premier trimestre de grossesse pour réduire les anomalies de fermeture du tube neural. Et également au 6e mois de grossesse, un apport en monodose de vitamine D, à la fois bénéfique pour la mère et puis pour le fœtus. Donc ça, ce sont des choses qui sont prouvées, avérées comme étant intéressantes en termes de supplémentation. Risque ostéoporotique, on l'a évoqué, supplémentation en calcium, vitamine D, tout à fait adaptée. Après des opérations du tube digestif, on peut avoir besoin de supplémentation, etc. Mais vous voyez qu'ici, ce qu'on pointe finalement, ce sont des apports supplémentaires en vitamines, minéraux, qui sont sous encadrement d'un professionnel de santé, médecin là, la plupart du temps, dans le cadre d'un suivi et de choses qui ont été scientifiquement prouvées, validées. À l'inverse, la prise en automédication de compléments alimentaires peut faire encourir dans certaines situations certains risques. Alors j'élimine tout de suite assez rapidement ce point-là, puisqu'il reste heureusement assez minoritaire, hein, quoique quand on regarde certaines enquêtes de la DGCCRF, mais il peut y avoir sur le marché certains produits qui ne respectent pas la réglementation. Donc encore, fort heureusement, normalement, les grands fabricants n'ont pas intérêt à commercialiser des produits qui ne sont pas conformes. Donc ça reste, on l'espère, minoritaire, mais pas tant que ça sur tous les circuits de distribution, notamment Internet, où on trouve, c'est quand même un circuit de distribution assez tentaculaire et complexe à contrôler par la DGCCRF, qui manque là aussi de moyens pour le faire. Et donc on peut être amené à avoir des produits soit contenant des substances qui ne sont pas officiellement autorisées par la réglementation européenne, soit avec des dosages excessifs en certaines substances, par exemple.
Mais bon, heureusement, ça ne concerne pas la majorité des produits, mais même pour ceux qui sont conformes à la réglementation, les questions qui peuvent se poser, c'est donc risque d'apport excessif en micronutriments pour des personnes qui, et on le sait, souvent celles qui consomment ces compléments sont celles qui ont déjà des apports plus adéquats, les meilleurs, qui essayent de bien faire déjà du point de vue de leur alimentation, qui consomment en plus parfois des aliments enrichis, etc. Donc pour certains nutriments, ça peut conduire à des apports excessifs dans certaines classes de population. Interaction avec les médicaments. J'en donne un exemple après. Et puis, surtout aussi, on ne connaît pas vraiment les effets potentiellement délétères à long terme de la consommation de ces compléments alimentaires sur le risque de cancer, maladie cardiovasculaire ou autre. Pour ce qui est des interactions avec les médicaments, donc plusieurs ont été décrites. J'avais publié à l'époque, mais depuis d'ailleurs d'autres interactions qui ont encore été décrites. Donc dans la revue du praticien, quelques exemples ici d'interactions prouvées entre compléments alimentaires et médicaments, avec parfois des interactions qui vont dans le même sens, donc synergiques. Et où là, le danger, c'est comme si vous preniez trop une surdose médicamenteuse. C'est le cas, par exemple, lorsque vous prenez des compléments à base de niacine, donc c'est la vitamine B3, avec des statines, donc pour faire baisser le taux de cholestérol, qui va provoquer un effet cumulatif, donc potentiellement un risque de surdose. C'est le cas aussi, ou à l'inverse, parfois on peut avoir des effets antagonistes où le complément alimentaire risque de diminuer l'efficacité du médicament. Et donc vous voyez que ça peut aller dans différents sens. Là, par exemple, de cumuler anticoagulants, antiagrégants plaquettaires avec ces substances-là, donc vitamineux, mais aussi certains curcuma, ginkgo, huile de nacre, etc. Là, ça augmente au contraire le risque hémorragique potentiellement, alors qu'à l'inverse, de prendre vitamine K ou d'autres substances avec ces anticoagulants antiagrégants plaquettaires, là, ça diminue potentiellement l'effet de ces anticoagulants. Pas mal d'interactions ont aussi été montrées avec le millepertuis, on y reviendra un petit peu après. Donc là aussi, vigilance et nécessité, en tout cas, de parler lorsque on prend des compléments alimentaires, enfin si vous prenez des compléments alimentaires, d'en parler à votre pharmacien qui est censé vous poser la question de la prise simultanée de médicaments, de certains médicaments, pour faire attention à ces interactions, et ou aussi également avec votre médecin. Le dispositif Nutrivigilance de l'ANSES a mis en évidence aussi beaucoup d'effets secondaires potentiellement délétères et donc a émis des avis. Donc ce dispositif fait remonter depuis le terrain, depuis la vraie vie, les effets indésirables potentiellement attribuables à une prise de compléments alimentaires. Et justement, l'ANSES, avec ses experts, est ensuite en charge, lorsqu'elle voit plusieurs signalements qui remontent et qui semblent converger pour des associations de certains effets avec certains compléments alimentaires, essaye de regarder justement si on peut vraiment imputer de manière causale l'effet observé à la prise de ce produit-là. Et donc, ça a conduit l'ANSES à rendre un certain nombre d'avis. Vous trouvez tout ça en accès libre sur leur site. Levure de riz rouge, pécinéphrine dans les compléments à base de citrus, spiruline, probiotiques, les compléments pendant la grossesse, pour les sportifs, mélatonine, etc. Avec des warnings selon l'association avec certains médicaments, certaines situations, activité physique, prise d'alcool, etc. Grossesse ou chez les enfants. Donc là aussi, on trouve des infos intéressantes avec des risques potentiels sur le site de l'ANSES. Alors en matière de cancer, autant dire clairement tout de suite, on sait encore assez peu de choses finalement sur les liens entre une prise régulière courante de compléments alimentaires et le risque ou la protection d'ailleurs que cela peut entraîner à long terme sur les maladies chroniques. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, pour ceux qui ont suivi les cours précédents, notamment sur les niveaux de preuve, c'est que les compléments alimentaires à base de bêta-carotène à forte dose sont associés à un risque accru de cancer du poumon, et notamment chez les fumeurs ou les personnes exposées à l'amiante, donc les fameux essais CARET, ATBC dont nous avions parlé. Et puis là, donc ça c'est avec un niveau de preuve convaincant, et puis il semblerait y avoir donc un niveau de preuve quand même assez fort, probable, protecteur des compléments de calcium sur le risque de cancer colorectal, donc en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur produits laitiers et, puis, et calcium. Donc après, pour le reste, on a quand même encore un grand flou et besoin vraiment de recherche pour aller plus loin.
Les recommandations vraiment assez consensuelles des instances de santé publique, et que ce soit au niveau national, au Conseil de la santé publique, donc PNNS, l'ANSES, l'INCa, mais également au niveau international avec le WCRF, c'est que finalement, en population générale, et sauf situation physiologique particulière et sous contrôle médical, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir recours aux compléments alimentaires, et une alimentation équilibrée, diversifiée, suffit à couvrir l'ensemble des besoins. Et c'est vrai qu'un exemple assez parlant, c'est l'exemple de la vitamine C, où certes un manque de vitamine C, et ça a été prouvé, vous le retrouvez sur le site des allégations de l'Union européenne, un manque de vitamine C va entraîner des problèmes pour la santé sur le système immunitaire, sur la fatigue, etc. Et bon, évidemment, à très forte carence, on peut arriver jusqu'au scorbut, qui a été heureusement éliminé en France à peu près, dans des populations extrêmement défavorisées. Mais finalement, a-t-on besoin de recours aux compléments alimentaires pour couvrir ces besoins effectivement nécessaires en vitamine C? Eh bien, non, pas du tout, puisque avec déjà une orange et un kiwi, on atteint déjà les 110 mg par jour d'apport recommandé en vitamine C. Donc, si on essaye d'arriver vers les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, on est très largement couvert. On n'a pas besoin d'aller chercher le complément de vitamine C au début de l'hiver pour booster le système immunitaire, etc. Alors le seul contre-exemple possible serait pour la vitamine D, pour lesquelles les sources alimentaires sont effectivement plus limitées. Donc il y en a dans les poissons gras comme le saumon, il y en a dans certaines huiles végétales enrichies en vitamine D, dans certains produits laitiers également. Mais c'est vrai que ça reste quand même des sources dans certains champignons comme les champignons shiitake. Mais les sources sont quand même plus limitées, et on peut se poser la question pour notamment les personnes qui ont la peau noire, les personnes qui sont plus en surpoids, c'est des facteurs de risque d'insuffisance en vitamine D, et donc on peut avoir recours sous contrôle médical à une supplémentation possiblement intéressante. Et en tout cas, il y a vraiment encore besoin de recherche là, pour mieux comprendre les liens entre compléments alimentaires et santé à long terme. Alors, le café. Donc, j'ai choisi là aussi des exemples en allant sur le web sur qu'est-ce qui me semblait être le plus controversé. Donc le café, on voit un peu tout et son contraire sur le web en termes d'effets santé. Donc les effets négatifs du café, trop de café fait prendre du poids, des effets délétères sur le cerveau à long terme, à l'inverse, c'est protecteur sur le cerveau, les bienfaits du café, le remède miracle, etc. Donc voilà, faites votre choix entre l'une ou l'autre des deux colonnes. La vérité, évidemment, comme souvent, un peu entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle du café, et notamment de sa substance psychoactive qui est la caféine? Eh bien, elle va avoir un effet sur différents organes. D'abord, sur tout ce qui est cœur et circulation sanguine, cette caféine va effectivement jouer un rôle sur l'accélération du rythme cardiaque, et donc, avec une consommation vraiment excessive, on peut arriver à des problèmes de type tachycardie. La consommation aussi de caféine a des effets vasoconstricteurs et également anti-inflammatoires, et donc peut parfois augmenter l'efficacité et l'absorption de certains médicaments, donc ça joue en tout cas à ce niveau-là. Au niveau du cerveau, elle se fixe, cette caféine, sur le récepteur de l'adénosine, qui est un neurotransmetteur qui inhibe, du coup, ce qui va inhiber notamment les neurones de l'éveil, et donc favoriser l'endormissement. Et donc au contraire, pour ce récepteur-là, donc si la caféine s'y fixe avec un effet concurrent, eh bien ça va limiter l'endormissement. On connaît tous cet effet maintien en éveil du café, avec l'augmentation temporaire de l'attention, mais qui, là aussi, en excès, peut conduire à une perturbation du rythme veille-sommeil et également à des troubles anxieux, troubles de la concentration et troubles de l'humeur. À l'inverse, dans des consommations, dans un range de consommation, on va voir les recommandations après, des effets protecteurs ont été suggérés, et donc je souligne ici suggérés lorsqu'on est encore du domaine de la recherche et que les preuves s'accumulent, mais avec un niveau qui n'est pas encore totalement reconnu, avéré. Donc des effets protecteurs suggérés sur la mémoire, la concentration et l'humeur à des doses modérées. Pendant la grossesse, attention, il y a une chute de la production de l'enzyme de dégradation de la caféine chez la mère, et donc cette enzyme, par ailleurs, n'est pas encore produite chez le fœtus et le nouveau-né, donc attention aux excès de café qui peuvent notamment porter atteinte au développement du cerveau chez le fœtus, mais là, on est dans des choses qui ont été suggérées chez l'animal. En matière de lien entre café et risque de cancer, on a ici donc, cette matrice du WCRF, je vous montre directement
les méta-analyses, ce qui est suggéré, ce sont des effets protecteurs de la consommation de café, à la fois sur le risque de cancer du foie, ici, mais également sur le risque de cancer de l'endomètre. Et alors, en fait, quand je dis suggéré, donc c'est faux, ce sont des niveaux de preuve plus élevés, puisqu'on est au niveau, ici, probable pour le foie et l'endomètre en termes d'effets protecteurs. Alors, le LIARC, donc le Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, a réalisé une monographie, une expertise pour justement cette question café et risque et boissons de manière plus générale et risque de cancer, et donc n'a pas du tout mis en évidence d'effets délétères du café sur le risque de cancer. En revanche, il concluait bien de manière plus générale sur l'effet probablement cancérigène pour l'homme des boissons chaudes, donc de boire des boissons brûlantes par là où ça passe, notamment un cancer de l'œsophage, potentiellement de la bouche. Là, c'est un facteur de risque qui a été reconnu, donc boire du café, mais pas trop brûlant. Donc ça, c'est ce que je disais. Donc, finalement, quelles sont les recommandations? Et donc là, on peut les voir notamment sur le site de l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les recommandations chez l'adulte sont de 400 mg par jour, tout au long de la journée, pour les adultes en bonne santé, en population générale. Et attention, chez les femmes enceintes et allaitantes, on est à moitié moins, 200 mg par jour, donc c'est pour la caféine, ça, voilà. Chez les enfants et les adolescents, on parle en kilos de poids corporel, puisque ça varie évidemment beaucoup en fonction du poids, et donc on est sur du 3 mg par kilo de poids corporel et par jour à ne pas dépasser là, comme apport pour la caféine. Et donc, pour vous donner une idée de à quoi ça correspond en termes de café, vous voyez ici qu'une tasse de café filtre classique de 200 ml. Donc, vous voyez ici que ça correspond à peu près en termes de caféine entre 80 et 100 mg. Et en fait, finalement, jusqu'à 400 mg de caféine par jour, dose maximale recommandée, ça correspond à 4-5 tasses de café. Donc vous pouvez consommer sans risque spécifique, et vous voyez avec même des bénéfices suggérés sur les aspects mémoire, etc., et prouvés sur les aspects cancer du sein, cancer de l'endomètre chez la femme. Et donc, alors, évidemment, les effets de la caféine sont variables selon l'âge, le sexe, la situation physiologique, le patrimoine génétique, on ne métabolise pas tous les choses de la même manière, l'état de santé, mais également la co-exposition à d'autres facteurs, donc tabac, alcool ou certains médicaments ou compléments alimentaires. Le risque peut être majoré d'effets indésirables chez des personnes souffrant de certaines pathologies, donc hépatiques, psychiatriques, rénales ou souffrant d'hypertension. Et attention également à la caféine contenue dans les boissons énergisantes. Vous voyez ici que le deuxième, là, en termes de richesse, de teneur en caféine, là, c'est une marque qu'on ne citera pas, mais enfin une fameuse marque de boissons énergisantes, qui, du coup, peut être consommée, et d'après les études de l'ANSES, souvent associée à de l'alcool, parfois aussi pour booster chez les jeunes qui veulent faire du sport, etc. Et donc, justement, ils mettent en garde contre ces pratiques, et donc recommandent de ne pas associer ces boissons-là avec la prise d'alcool pendant l'activité physique ou bien chez les personnes sensibles. Et donc, lorsque on regarde par rapport à ces recommandations, ces seuils recommandés, on voit qu'il y a quand même 30% de la population adulte qui dépasse ces recommandations, 1 à 2% des enfants adolescents. Et pareil, lorsqu'on se base sur le seuil de tolérance à la caféine, avec du coup près de 7% de la population adulte qui excède un seuil au-delà duquel une toxicité chronique plus générale est suspectée, avec beaucoup de comportements aussi, d'après les études de l'ANSES, qui associent ces comportements à risque, donc boissons énergisantes lors de consommation festive avec de l'alcool et pendant l'activité physique. Alors pour les probiotiques, c'est vrai que là, par rapport à la présentation qu'on nous a fait avec Benoît Chassin, donc le séminaire de Benoît Chassin de la semaine dernière, je vais aller un petit peu plus vite parce que vous avez beaucoup d'informations très riches dans son séminaire que vous pouvez retrouver en replay pour ceux qui l'auraient loupé. Mais donc les probiotiques, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries, des levures vivantes qui peuvent être présentes dans certains aliments ou certains compléments alimentaires. Ce marché, là, notamment des probiotiques, est en plein essor avec 40 milliards d'euros au niveau mondial.
Et des aliments. Bon, alors, donc ça, c'est le marché notamment des compléments alimentaires ou des aliments qui sont vendus en tant que tels comme probiotiques. Mais déjà, dans un yaourt tout simple, hein, tout naturellement, on a des probiotiques, puisqu'un yaourt va contenir des milliards de bactéries, notamment Lactobacillus bulgaricus ou bien le Streptococcus thermophilus, qui vont justement participer à la digestion du lactose. Et pour avoir justement l'appellation yaourt, il faut avoir un minimum de 10 millions de probiotiques vivants par gramme de produit, soit finalement sur un pot standard 1 milliard d'organismes vivants par pot. Et donc les bienfaits de ces probiotiques, et en tout cas de certains de ces probiotiques sur la santé, avaient été mis en évidence, notamment par le docteur Alfred Nissel, qui était donc un médecin pendant la Première Guerre mondiale et qui avait eu l'idée qui avait observé donc une épidémie de dysenterie parmi ses troupes et avec un soldat qui semblait bien résister alors que tous les autres étaient malades. Et donc il avait essayé d'isoler dans son microbiote la souche qui semblait qui pouvait être potentiellement protectrice, qui du coup a été baptisée Escherichia coli Nissel en 1917, et qui s'en était servi pour traiter les autres soldats. Et donc cette souche-là est encore très utilisée, est encore utilisée aujourd'hui pour traiter des troubles gastro-intestinaux et qui est encore très largement étudiée en matière de recherche. Alors, si du coup, il y a des effets préventifs de cette bactérie-là, d'autres ont été également proposés, notamment des effets préventifs suspectés de la bactérie Lactobacillus reuteri, qu'on trouve dans le lait et dans le fromage, ou bien de la levure, Saccharomyces boulardii, donc qu'on trouve dans le litchi, notamment dans l'enveloppe, la peau du litchi, par rapport ici à des problèmes digestifs, diarrhée. On a aussi des recherches prometteuses sur probiotiques et diminution de risque de différentes maladies comme les MICI, donc maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou encore sur les troubles anxieux, dépression, diabète, obésité ou autisme. Mais là, donc, on est vraiment dans le domaine de la recherche encore, avec des preuves qui sont pour l'instant insuffisantes. Des mécanismes qui sont complexes, et donc ça a vraiment bien été expliqué par Benoît Chassin la semaine dernière, avec un écosystème qui est dynamique, et donc on ne sait pas très bien lorsqu'on va ajouter, et notamment de manière assez massive par un complément alimentaire probiotique par exemple, de quelle manière il va s'intégrer au reste de notre écosystème microbien, et qu'est-ce qui va être perturbé et dans quel sens. Avec aussi des effets délétères qui ont pu être suspectés dans certains cas et qui pourraient justement empêcher le développement ou le redéveloppement de la flore intestinale après une prise d'antibiotiques, et des frontières qui sont parfois ténues entre bonnes et mauvaises bactéries. Et comme on a pu le voir, même des bonnes bactéries, entre guillemets, pourraient devenir problématiques pour l'organisme en présence de stimuli extérieurs comme des expositions à certains additifs. On a vu les émulsifiants, carboxyméthylcellulose, polysorbate 80 par exemple, ou d'autres bactéries qui arriveraient simultanément ou des stimuli internes à nos propres cellules. Donc prudence par rapport à l'automédication en pré- ou probiotiques sous forme de compléments alimentaires. Alors, sachant que les prébiotiques, ce sont là les substrats, donc ce qui nourrit finalement les micro-organismes, les probiotiques, et notamment les fibres alimentaires, qui sont naturellement présentes dans notre alimentation, dans les fruits, les légumes, les légumineuses, et également les produits céréaliers complets. Il est recommandé d'en consommer 30 grammes par jour pour des effets protecteurs vis-à-vis du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, colorectal en particulier, et de diabète. On a des apports en France pour l'instant qui sont encore très largement insuffisants. Mais là aussi, voilà, je vous laisse compléter un petit peu ces informations-là sur probiotiques avec le séminaire de la semaine dernière. Et pour information également, donc on lance justement pour étudier les interactions entre alimentation, y compris prise de compléments alimentaires, microbiote intestinal et santé, une collecte de sel sur 8 à 10 000 volontaires de Nutrinet Santé là cette année. Alors, le chocolat noir, le chocolat de manière générale. Donc, on est très consommateur. C'est comme le vin en France, on aime beaucoup ça. Et on a un chiffre alors c'est chiffre pas issu des enquêtes nationales représentatifs, mais qu'on a pu trouver sur Internet de la part des fabricants notamment, 3 millions de tablettes par jour qui sont consommées en France, donc ça fait beaucoup. Une consommation de chocolat
dans le monde qui représentent, donc là ici en kilogrammes par an et par habitant, hein, vous le voyez, des consommations assez élevées. On est en France le 1, 2, 3, 4, 5, 6e consommateur de chocolat. Et donc après, voilà, bien devant, par exemple, le Japon, la Chine. Avec des propriétés qui sont ici, en tout cas dans l'idée, dans les opinions véhiculées sur les aspects anti-stress, anti-déprime, anti-vieillissement, grâce au polyphénol qu'il contient, etc. Donc, qu'est-ce que c'est le chocolat, hein? Juste quelques fondamentaux rappels. C'est donc une association de sucre, de beurre de cacao et de pâte de cacao, donc qui sont les fèves de cacao broyées avec leur beurre. Et après, il peut y avoir des ajouts de un petit peu donc tout et n'importe quoi selon le côté plus ou moins ultra transformé du chocolat. Donc le chocolat noir, pour avoir l'appellation, donc il faut au minimum 43% de cacao. Et on va avoir du chocolat au lait ou chocolat blanc qui vont être, eux, plus riches en sucre, et le chocolat noir qui va avoir moins de sucre, mais par contre plus de beurre de cacao. Ce qui fait qu'au final, l'un dans l'autre, d'un point de vue en tout cas apport énergétique, calories, on est sur des teneurs à peu près similaires, donc 560 kilocalories au 100 grammes, que ce soit pour le chocolat au lait ou au chocolat noir, à peu près, hein, en moyenne évidemment. Alors, les chocolats noirs avec un plus fort pourcentage de cacao, généralement, ce qu'on a pu observer lorsqu'on regarde notamment le site Open Food Facts, c'est qu'il y a globalement moins d'additifs. Là aussi, c'est à vérifier, et puis c'est pas obligatoire, mais moins d'additifs, notamment émulsifiants, moins d'arômes naturels qui sont ajoutés, donc potentiellement moins transformés. Dans les allégations qui sont validées par l'Union européenne, il y a des allégations qui le sont sur les substances qui sont contenues dans les fèves de cacao, comme par exemple le magnésium, qui effectivement permet en effet de lutter contre la fatigue, est important pour le bon fonctionnement du système nerveux. Le cuivre, pareil, bon fonctionnement du système immunitaire, la pigmentation des cheveux. Les polyphénols, protection des lipides sanguins contre le stress oxydant. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont validées. Mais il n'y a aucune allégation qui est validée pour le chocolat lui-même. Et évidemment, ça se comprend quand on regarde les quantités de ces substances-là qui sont vraiment très faibles par rapport aux doses qui sont susceptibles d'avoir un effet bénéfique au long cours. Alors tout ça, évidemment, ça reste encore du domaine de la recherche, mais il faudrait approximativement consommer 3 kg de chocolat par jour. Donc pour avoir les 25 mg de polyphénol, enfin à raison des 25 mg de polyphénol pour 100 g, pour atteindre les doses qui ont été montrées comme suggérées comme bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Et donc 3 kg par jour, c'est évidemment pas recommandé pour les histoires d'énergie, de sucre et d'acides gras saturés, donc, enfin de graisse. Du coup, finalement, le chocolat, ça fait du bien, mais surtout parce que ça fait plaisir. Ce qui déjà n'est pas négligeable, hein, et donc dans le programme national nutrition santé, il est d'ailleurs indiqué que c'est important de se faire plaisir par l'alimentation, mais ces produits-là, même les forts pourcentages les chocolats noirs à fort pourcent de cacao, ont quand même globalement tous un Nutri-Score entre D et E, et donc à consommer dans des quantités et des fréquences qui sont raisonnables dans le cadre d'une alimentation équilibrée. J'accélère un petit peu. Donc les régimes détox. Donc là, vous allez voir que ça va aller très vite parce qu'en fait, régime détox, on voit ça partout, on entend ça partout, et alors notamment après les fêtes, voilà, il faut absolument se détoxifier comme si on culpabilisait d'avoir trop mangé à Noël. Mais en fait, ça n'a pas vraiment de fondement. On ne sait pas vraiment scientifiquement ce qu'on entend par régime détox. Et donc là, on parle de régime, mais également donc, de cure, de tisane, de compléments alimentaires à visée détox. Là, il n'y a aucune allégation scientifiquement validée par l'Union européenne qui dit voilà, ce complément alimentaire détoxifie l'organisme. Il faut savoir que d'un point de vue médical, en fait, on est exposé en permanence à des composés toxiques, soit exogènes, donc pollution extérieure, atmosphérique, des contaminants alimentaires ou autres, ou endogènes, donc des toxines qui peuvent être produites par l'organisme. Et donc notre organisme est habitué à se détoxifier. Donc il y a des organes qui sont vraiment faits pour ça. Hein. Donc le foie qui va éliminer, transformer des substances toxiques pour les éliminer. Les reins qui filtrent 180 litres de sang par jour, qui éliminent les déchets dans les urines, à peu près 1,5 litre d'urine produite par jour, et qui réabsorbent la plupart des composés intéressants, des sels et de l'eau donc dans notre organisme. La peau aussi, lorsqu'on transpire, on élimine l'acide lactique, par exemple, via la transpiration. Les poumons qui rejettent le CO2, tout ça, ce sont des mécanismes naturels de détox, en fait.
Donc après, il y a effectivement donc, certaines substances qui ont des propriétés qui vont aider effectivement à alors détoxifier, si c'est ça qui est entendu. Donc par exemple, quand on parlait tout à l'heure, j'évoquais le millepertuis. C'est d'ailleurs comme ça qu'ont été découvertes ces propriétés. Donc au Canada, des femmes qui consommaient régulièrement des tisanes de millepertuis et qui étaient sous pilule, eh bien, on a observé un nombre important et anormal de grossesses non désirées. Et c'était du fait de ces propriétés du millepertuis qui accéléraient la dégradation des principes actifs de la pilule. Et donc, effectivement, on a vu après, plus tard, que ce millepertuis interagissait également avec de nombreux autres médicaments et en diminuait les dégradés, donc diminuait leur efficacité, les antirétroviraux, antiépileptiques, etc. Donc attention là aussi voilà, à l'automédication. Et également attention sur ces aspects de détoxication aux régimes qui peuvent être vendus un petit peu mono-boisson ou mono-aliment. Donc par exemple, pendant 3 jours, on mange que du chou, que des pommes, enfin voilà. Donc là, non seulement évidemment risque de déficience, puisque un aliment, même s'il est très vertueux en soi, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il n'apporte pas l'ensemble couvre pas l'ensemble des besoins. Et en plus, on risque d'être exposé toujours aux mêmes composés toxiques qui, du coup, lorsqu'on le prend de temps en temps, un pesticide ou ce genre de choses, il n'y aura pas de problème, mais lorsqu'on va de manière systématique toujours consommer la même chose, on augmente cette exposition récurrente cumulative aux contaminants. Et donc, de manière plus générale, donc, voilà, c'est impossible de penser qu'on peut faire n'importe quoi, manger pas équilibré, pas dormir, pas faire d'activité physique, fumer, etc. Voilà, et compenser tout ça par une cure, un régime ou une pilule miracle. Donc, c'est évidemment pas, ça ne va pas nous détoxifier, ça ne va pas marcher. Sur les aspects crudivorisme aussi, donc là, ça, pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup fleuri, donc notamment voilà, avec certains gourous du crudivorisme qui ont beaucoup véhiculé ces aspects-là, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il y avait déjà des courants en Suisse ou aux États-Unis il y a plus d'un siècle et demi qui vantaient les bienfaits du crudivorisme. Mais scientifiquement, voilà, il n'y a rien qui est prouvé sur l'intérêt de vraiment du tout sans cuisson. D'ailleurs, quand on parle par exemple pour les fruits et légumes dans le PNNS, les 5 portions au moins par jour, c'est qu'ils soient crus, en conserve, surgelés, peu importe, tout ça, ça participe aux portions. Et alors, si on veut creuser, voilà, savoir ce qu'on sait un peu plus finement scientifiquement sur les aspects cuisson, risques ou bénéfices pour la santé, les éléments factuels dont on dispose à l'heure actuelle, c'est cela. Dans le sens, oui, ok, parfois il peut y avoir des problèmes liés à ces aspects de cuisson. Certains modes de cuisson conduisent à une déperdition de certaines vitamines, minéraux, et donc la cuisson vapeur, c'est pas mal connu, c'est une des cuissons les plus vertueuses qui permet le plus de maintenir les apports. Il y a certains contaminants néoformés comme l'acrylamide pour les produits amylacés ou bien les hydrocarbures aromatiques polycycliques pour les viandes barbecue qui peuvent conduire à décomposer, qui sont des composés cancérigènes qui apparaissent lorsqu'on fait trop cuire les viandes ou le pain par exemple. Et puis toxicité potentielle de certains matériaux qu'on trouve dans les ustensiles de cuisine ou bien lorsqu'on fait chauffer par exemple nos barquettes plastiques au micro-ondes. Donc il y a des contaminants qui peuvent survenir à ce moment-là. Donc là, certes, des problèmes potentiels liés à ces histoires de cuisson. Mais sinon, globalement, il peut y avoir aussi des aspects dans l'autre sens qui peuvent être cités, notamment le fait que la cuisson va permettre d'améliorer la digestibilité de certains composés. Pour les œufs, par exemple, on digère seulement à 50% les protéines des œufs lorsqu'on les consomme crus, dans une mousse au chocolat, par exemple, ou une mayonnaise, mais par contre, on les consomme à plus de 90% après la cuisson. La sécurité microbiologique, évidemment, quand on fait cuire les aliments. Une meilleure biodisponibilité, on va concentrer avec la cuisson, donc le lycopène de la sauce tomate par exemple, et puis la destruction également par la cuisson de certains facteurs dits antinutritionnels comme les antitrypsiques des légumineuses par exemple. Alors, sur le gluten, là aussi, on a eu donc une forte croissance du marché des produits sans gluten, plus 20% en 5 ans. Près de 12 millions de consommateurs réguliers en France, un gros effet de mode, avec des humoristes là aussi qui sont emparés du sujet gluten. Et donc, qu'en est-il finalement? Donc, le gluten, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est naturellement présent dans les céréales, c'est quelque chose qui apparaît
lorsque l'on qu'on associe finalement l'eau aux céréales, donc lors de la fabrication du pain, et qui va, on parle de céréales ici, blé, orge, sel, et donc des hybrides de ces variétés, donc ces protéines vont se lier entre elles pour former ce réseau donc, qu'on nomme le gluten, et qui est donc un réseau protéique qui va donner cette texture élastique à la pâte. Et donc, on en trouve dans beaucoup de produits, 70% des produits alimentaires classiques, pain, gâteaux, etc., contiennent du gluten. Mais on assiste aussi ces derniers temps à un ajout massif par l'industrie alimentaire de gluten comme ingrédient dans les préparations pour améliorer la texture. Et donc là, c'est posé la question du lien entre augmentation de problèmes intestinaux en population générale et ces ajouts massifs de gluten dans les aliments, ici du coup, ultra transformés. Et donc le levain, en revanche, donc, contrairement à la levure chimique, va prédigérer, donc aider, faciliter la digestion de ce gluten. Et donc quand on parle finalement ici de problèmes liés au gluten, donc ce gluten est dégradé, toujours pareil, par des enzymes chez la majorité des gens, donc il n'y a aucun problème pour la grande majorité de la population, mais certains problèmes, donc, notamment dans le cadre de la maladie cœliaque, qui va toucher de 0,7 à 2% de la population en France, où ces enzymes-là font défaut. Et donc le gluten n'est pas ou est mal dégradé lors de la digestion, donc, ce qui peut conduire à une intolérance totale au gluten, qui conduit à une intolérance totale au gluten, avec ces éléments qui sont issus de la mauvaise dégradation du gluten, qui vont activer la production d'anticorps qui va s'attaquer à la paroi de l'intestin, créer une inflammation, des douleurs abdominales, diarrhée, etc. Et également qui peuvent aller jusqu'à augmenter le risque de certains cancers. Donc là, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle, si ce n'est l'éviction totale du gluten chez ces patients-là. Autre problème, mais donc là totalement différent, autre cause, ce sont les allergies au blé, donc là 0,1 à 0,5% de la population concernée, un système immunitaire qui va réagir de manière excessive aux protéines de blé avec les réactions habituelles, et donc là, évidemment, éviction du blé et donc du gluten de l'alimentation qui est recommandée. Mais vous voyez que si on totalise ces deux sources de problèmes, on a seulement 2,5% de la population maximum qui doivent vraiment exclure complètement le gluten de leur alimentation. Et après, on a une zone d'ombre qui est donc finalement l'hypersensibilité au gluten, qui du coup sont des troubles digestifs qui sont rapportés lors de la consommation de gluten chez des personnes qui ne sont pas 100% intolérants au gluten. Ils ne vont pas faire un œdème de Coin s'ils sont exposés à ce gluten. Et là, on n'a pas d'éléments encore diagnostiques vraiment clairs pour pouvoir diagnostiquer ces hypersensibilités et donc des difficultés à chiffrer précisément la population concernée, mais on estime que ça représenterait entre 0,5 et maximum 15% de la population. Et donc, on essaye aujourd'hui donc, de mieux comprendre comment tout cela marche et de manière générale aussi comment certains sucres fermentés comme les FODMAPs présents dans les céréales à gluten pourraient aussi jouer un rôle dans cette hypersensibilité. Mais donc, au final, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à part dans ces cas-là, et donc pour l'immense majorité de la population, il n'y a pas besoin de se priver de gluten. Donc déjà en parler à un professionnel de santé pour voir s'il y a besoin d'enlever le gluten de son alimentation. Attention, parce que ça pourrait aussi de dire, c'est lié au gluten, j'enlève le gluten, ça pourrait masquer un autre diagnostic. Si on a vraiment un vrai problème digestif, il vaut mieux aller creuser, en parler à un médecin pour creuser la vraie cause si ce n'est pas celle-là. Et puis, pour ceux qui n'en ont pas besoin, on se prive de sources de céréales complètes, etc., qui sont d'excellentes sources de fibres dont on a besoin dans l'alimentation lorsqu'on peut les consommer. Alors là aussi, je vais aborder rapidement ce point-là, mais parce que je suis déjà un petit peu en retard. Je le creuserai plus dans le dernier cours, lorsque je vous parlerai des différentes thématiques de recherche, notamment en cours et futures, donc dans les grandes perspectives de recherche, parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on va vraiment investiguer. Mais on va juste deux diapositives sur les aspects de jeûne chez les patients atteints de cancer. Donc il y a eu vraiment un effet de mode ces dernières années sur le jeûner pour affamer les tumeurs, pour favoriser l'effet des traitements pendant la chimiothérapie notamment. Alors d'où vient cette idée-là ? Elle vient du fait qu'on le sait, ça s'est prouvé, les cellules cancéreuses qui se développent se multiplient très rapidement et ont besoin de sucre pour cette multiplication. Et ce beaucoup plus que le reste des cellules de l'organisme, et ça on l'objective par imagerie. Et il y a eu des résultats qui sont très prometteurs de la part de l'équipe de Walter Longo notamment, montrant
chez l'animal, chez la souris, donc un effet plus efficace des traitements anti-cancer chez les souris qui étaient donc privées de sucre, allant même jusqu'au jeûne. Donc des travaux au niveau expérimental qui étaient prometteurs. Mais là, pour l'instant, déjà au niveau expérimental, ces travaux-là ne font pas l'unanimité, donc d'autres n'ont pas reproduit ces travaux-là. Au niveau clinique, pour l'instant, on n'a pas d'étude à ce jour qui a confirmé chez l'homme, chez les patients, dans la vraie vie, ces résultats-là, donc rien du tout de démontré pour l'instant. En revanche, chez les patients atteints de cancer, un réel danger de se mettre soi-même et sans contrôle médical en situation de jeûne ou d'éliminer les sucres, par exemple. Alors déjà, éliminer les sucres, ça sert moyennement à quelque chose puisque les cellules cancéreuses s'adaptent, malheureusement. Lorsqu'il n'y a plus de sucre, elles vont aller puiser dans les réserves d'acides gras, mais également dans les réserves de protéines, donc, ce qui peut notamment conduire à une fonte, à une perte musculaire et potentiellement à des problèmes de sarcopénie. Et ça, on sait notamment que les problèmes de dénutrition chez les patients atteints de cancer, c'est vraiment, pour le coup, de manière prouvée, un facteur de perte de chance de survie par rapport à la maladie. Donc attention vraiment à ce type de comportement. Et il y a vraiment un contraste important entre le niveau de preuve scientifique et le foisonnement médiatique actuel qu'on a au niveau du jeûne et les effets de mode qu'on voit chez les patients atteints de cancer qu'on interroge, que ce soit dans Nutrinet ou pour nos collègues en milieu hospitalier. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, alors déjà j'y reviendrai au dernier cours, et puis il y a un rapport qu'on a réalisé dans le cadre du réseau NACRE sur jeûne, régime restrictif et cancer, où on fait le point sur toutes ces choses-là et qui est disponible en accès libre sur le site du réseau. Et ce que j'aborderai aussi plus spécifiquement sur les pistes de recherche, c'est plus largement des questions de jeûne intermittent et notamment de rythme nutritionnel circadien, avec des recherches ici très prometteuses au niveau animal. Donc, quand on nourrit des souris pendant 24 heures avec exactement les mêmes calories, la même teneur du régime, soit de manière régulière, ou bien de manière un peu anarchique n'importe quand sur les 24 heures, et bien on va avoir une prise de poids qui n'est pas du tout la même, qui est beaucoup plus importante chez les souris nourries de manière anarchique par rapport à celles qui ont des rythmes circadiens plus cadrés. Et donc des choses qui pour l'instant semblent prometteurs, un niveau de preuve encore quasi inexistant chez l'homme, et des choses vraiment à creuser là au niveau recherche. Je pense que je vais devoir passer certains points plus rapidement pour tenir dans le timing, sans du coup, en sautant aux conclusions pour ce qui est curcuma et sa substance active curcumine et santé. Beaucoup de messages là aussi promettant une substance miracle. Comme la plupart des choses, on est dans des choses qui ont été suggérées et qui sont certes prouvées avec des propriétés potentiellement anti-inflammatoires ou antioxydantes chez l'animal, absolument aucun effet prouvé chez l'homme, des doses là aussi qu'il faudrait consommer importantes, alors que là il s'agit d'une épice, donc quand on en saupoudre un plat, on n'a pas non plus des kilos et donc des doses qui sont celles qui ont été utilisées dans les essais cliniques ou bien chez l'animal. Et voire même des interactions avec les traitements anticancéreux qui ont été suggérés là aussi pour ces substances. Donc là aussi, ce n'est pas une épice, un aliment miracle. Et de manière globale, il n'y a pas d'aliment miracle. Donc voilà, c'est vrai pour ça. Et c'est vrai pour cet exemple-là aussi. Là, de toute façon, ça va aller très vite. Il n'y a absolument aucune preuve. Mais on m'a appelé d'un coup. La presse faisait que m'appeler pour parler du citron congelé. Donc je me suis dit, mais là, j'ai vraiment loupé un truc parce que j'en ai jamais entendu parler en recherche. Donc je ne sais même pas d'où c'est sorti, mais donc oui, dans le citron, il y a des antioxydants, il y a des choses qui peuvent être bénéfiques, mais enfin comme dans tous les fruits et légumes, non, ce n'est pas un remède miracle chez les patients atteints de cancer, ne pas laisser tomber les thérapeutiques, et on l'a vu chez certains patients qui du coup voulaient se soigner uniquement avec du citron congelé, donc c'est vraiment totalement n'importe quoi, mais très relayé dans des sites qui ont vraiment pignon sur rue. Et donc évidemment, 5 portions de fruits et légumes par jour, oui, mais citron congelé tout seul, bon. Voilà. Donc, juste quelques éléments pour conclure, je vais aller très très vite. D'où viennent finalement ces fake news? Eh bien, elles viennent. Alors, elles sont souvent. Donc, c'est très difficile de lutter contre la désinformation et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec toutes ces outils qui sont certes formidables mais aussi dangereux d'intelligence artificielle, de genèse d'informations maintenant et d'images ou de vidéos. Des sites aussi qui vont beaucoup avoir tendance à citer des sources anglophones pour des sites français où ils savent que la moitié des gens n'iront pas vérifier, ne parlent pas forcément anglais, donc il y a un petit peu un flou qui est entretenu comme ça.
des scientifiques qui malheureusement se portent caution et où sont vendus, corrompus, enfin on ne sait pas, bon, voilà, pour certains, des sites qui vont véhiculer aussi des thèses complotistes, et donc toujours vraiment avoir ce réflexe, hein, j'imagine, voilà, les personnes qui sont là ou qui nous regardent ont ce réflexe-là, mais de vérifier la source d'information. Est-ce qu'on n'a pas affaire à des sources qui ont finalement un but lucratif de vendre des cures de jeûne dans la montagne ou des compléments alimentaires, des sources qui sont là simplement pour la recherche du scoop qui va faire vendre soit des magazines, des livres ou juste des likes et se faire rémunérer par la publicité, ou qui sont là pour recueillir des données personnelles et revendre des données personnelles. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que, voilà, attention aux sources. Je l'avais évoqué en leçon inaugurale, mais évidemment, les publications scientifiques sont elles-mêmes impactées par les conflits d'intérêts potentiels des auteurs, avec des articles vraiment objectivement qui ont validé cela, et on y reviendra dans le 30 juin pour le cours sur les lobbies, notamment avec Serge Herzberg. Des opérations commerciales aussi, la Semaine du goût par exemple, avec des messages qui sont validés dans les écoles par certains professionnels de l'industrie agroalimentaire qui parfois vantent nominativement avec les marques certains produits, ou parfois véhiculent des messages qui ne sont pas ceux des recommandations du PNNS, donc prudence également. Le réflexe du site des allégations de l'Europe, on en a parlé. Et puis évidemment le PNNS, c'est-à-dire que si vous cherchez des informations sur nutrition santé validée, ce qu'il faut faire, ce qui marche à l'heure actuelle pour prévenir les maladies, eh bien ce sont ce qu'on a essayé de compiler au mieux dans les recommandations du Programme national nutrition santé qu'on a déjà abordé. Les outils comme le Nutri-Score qui ont été effectivement validés, donc là vous aurez tout un cours dessus et un séminaire le 30 juin. Et des sources fiables qui sont ceux des sites institutionnels, donc Santé publique France, l'INSERM, le PNNS, le Réseau NACRE, etc. Les sites que vous pourrez retrouver ici donc, dans ces diapos, et qui, pour le coup, voilà, n'ont pas d'intérêt à mentir et donc essayent d'être au plus près des connaissances scientifiques actuelles. Ce livre de l'INSERM, je vous le recommande. D'ailleurs, plusieurs des exemples que j'ai traités ici sont resynthétisés dans ce livre-là. Donc, Fake News Santé, qui parle de la nutrition, mais pas que. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient, donc soit des collectivités ou si vous êtes responsable de certaines formations, etc., nous avons mis en place avec le Réseau NACRE une pièce de théâtre, hein, donc avec la compagnie La Mécanique de l'Instant, qui est à destination des jeunes, donc lycéens, étudiants en santé, pour les faire réfléchir justement sur ces informations, ces relations nutrition-santé, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et puis surtout à quelles sources se fier et développer son esprit critique par rapport à ces fake news potentielles. Et donc cette pièce, on l'a jouée à la Cité des Sciences en février, mais elle peut se rejouer à différents endroits en France. Pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à contacter le Réseau NACRE. Le Réseau NACRE, il y a aussi des vidéos très bien faites sur décrypter et comprendre, où vous pouvez retrouver des vrais faux sur certains facteurs nutritionnels. Et puis un dossier intéressant aussi sur les fake news en santé de la part du CLEMI, vous pouvez retrouver sur leur site internet. Donc on va enchaîner tout de suite, et je suis désolée pour le retard, avec le séminaire de la professeure Marie Préau, qui va vous parler donc de alimentation et santé, des représentations aux pratiques de consommation, avec notamment cette approche de la psychologie sociale. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour parler bio, pesticides, durabilité, impact environnemental de notre alimentation, avec un cours que je donnerai, et puis un séminaire des docteurs Emmanuel Kess et Julia Baudry, qui pilotent cette thématique de recherche dans mon équipe de recherche. Voilà, et puis comme d'habitude, on prendra les questions à la fin du séminaire. Je vous remercie.